Vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, une nouvelle gouvernance pour RSM, les priorités de l'annexe et enfin, toutes les entreprises ont-elles de la valeur? Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Paul Vaillant, président et associé de RSM France. Paul Vaillant, bonjour. Bonjour. Alors, un mot pour débuter cette émission avec votre parcours et puis qu'est-ce qui vous a amené à la présidence de RSM France? Alors, répondre sur une ambition personnelle dans la culture des RSM France, c'est un peu contre-productif par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc, peut-être quelques mots sur ce qu'on a fait et ce qui m'amène à prendre la présidence. Et après ça, on parlera peut-être de mes ambitions. Donc, ça fait 2 ans que les patrons des cabinets régionaux qui exercent sous la marque RSM en France, RSM 6e réseau mondial, travaillent pour savoir comment est-ce qu'ils vont adresser le marché de façon plus pertinente et de façon plus directe. Donc très rapidement, ils ont constaté qu'il fallait avoir une tech critique pour se payer les talents pour pouvoir servir les clients. Et ils ont décidé de se transformer en ETI, c'est-à-dire 5 patrons de région Paris, Rhône-Alpes, Nantes, Strasbourg, Colmar et Montpellier-Nîmes ont décidé de créer une ETI, de fusionner. Alors vous allez me dire que 2 ans pour faire ça, ben oui, parce que l'ambition est assez forte des professionnels libéraux qui décident de fusionner, de dépatrimonialiser leur groupe et de rendre un mode de fonctionnement, un associé, une voix. Ça n'a pas été simple. Donc 2 ans de travail juridique et patrimonial pour rendre attractive notre structure aux talents extérieurs, mais aussi aux groupes qui voudraient nous rejoindre. Donc aujourd'hui, la fusion juridique est faite. Il faut maintenant mettre en place la fusion opérationnelle. Pour cela, nos associés ont préféré garder la même équipe, donc les patrons régionaux et moi-même. Et ces patrons régionaux m'ont proposé de prendre la direction du groupe. Quel est votre sentiment? Juste un mot pour vous dire en Alors tant moi, que je suis président. très enthousiaste et très motivé, et voire même excité à mener ce groupe vers la transformation. Je rappelle, 85 professionnels libéraux qui décident de se transformer en ETI et donc de changer complètement leur mode de fonctionnement. Quelles sont vos priorités? Alors, on a plein de priorités. C'est une entreprise qui fusionne de projets, qui bouillonne pardon, de projets. Je dirais qu'on a 2 priorités majeures. La première priorité, c'est de continuer à se développer sur le modèle qu'on a voulu créer. C'est un modèle de leader par région où on est présent. Et donc, on pense que c'est le bon modèle pour pouvoir servir nos clients au mieux et avoir les meilleurs spécialistes. Donc, nous allons développer nos régions en intégrant toute la compétence des autres régions qui les rendent particulières. Et on va continuer à développer le groupe en ouvrant les régions qui nous manquent, c'est-à-dire le nord principalement, le sud-ouest avec Bordeaux et Toulouse. Et puis on va ouvrir au sein des régions qui existent des entités dans des grandes villes ou des grandes métropoles qui nous manquent. Je pense notamment à Rennes, Strasbourg et Marseille. Donc de développement régionaux, ça veut dire des recrutements à venir aussi? Alors, des recrutements à venir et de l'accueil de nouveaux spécialistes sur chacune de ces régions. Des acteurs qui peuvent nous rejoindre dans les régions où on n'est pas présent. Mais notre ambition est assez forte à ce niveau-là, mais c'est pas que du chiffre d'affaires ou que du volume. On veut également changer le modèle de RSM. En fait, aujourd'hui, on est confronté à une difficulté majeure, c'est qu'on n'attire plus les talents. Mais c'est toute la profession, c'est pas que RSM. Alors comment Alors, faire justement pour attirer ces talents? alors justement, on pense qu'il faut absolument changer notre modèle. Jusqu'à présent, le modèle était porté par une croissance forte de nos métiers. On attirait les talents parce qu'on était un véritable ascenseur social. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et ça n'est plus le cas parce que la conjoncture a évolué, les règles ont évolué. Et donc, on a des difficultés d'attirer les talents pour faire notre métier. Alors c'est sûr que dans l'imagerie populaire, expert comptable, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous n'avez pas de série télévisée avec un charmant expert comptable qui fait partie de la cité et qui est entouré de très jolies filles. Ça n'existe pas. Ça existe pour les médecins, ça existe pour les avocats, pour l'expert comptable, ça n'existe pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
Je pense qu'on a énormément privilégié nos clients, ce qui est bien, et on a oublié un petit peu en cours de route nos collaborateurs. Donc l'idée de changement de modèle, c'est de remettre le collaborateur au centre de nos préoccupations. Aujourd'hui, il y a une pénurie sur le marché dans tous les métiers de recrutement, elle existe pour nous. Donc il faut reconstruire un modèle qui donne de l'ambition à nos collaborateurs et surtout ne pas avoir peur de dire que nous sommes des accélérateurs de talent pour l'économie, mais qu'également faire une carrière longue dans un cabinet d'audit et d'expertise comptable, ça fait sens, c'est bien rémunéré, c'est passionnant. Enfin, moi, je m'amuse tous les jours d'accompagner nos jeunes chefs d'entreprise innovants qui partent à l'international. C'est un métier absolument enthousiasmant. Eh bien, il faut le dire, il faut le crier haut et fort, mais il faut aussi changer ce mode d'exercice qui demande beaucoup aux collaborateurs et qui ne leur donne pas suffisamment de reconnaissance. Peut-être pour terminer, un mot sur l'actualité du moment pour RSM France. Alors l'actualité du moment, c'est comme je le disais tout à l'heure, mettre en œuvre ce changement structurel sur la gestion des collaborateurs, c'est de construire ces nouvelles régions, mais c'est surtout de mettre les outils d'une ETI et donc se transformer profondément, nous, professionnels libéraux qui ont décidé de travailler ensemble, en véritable entreprise. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes toujours dans la matinale du monde du chiffre sur Décideur TV et je suis en compagnie de Jean-Pascal Charpentier, président de l'ANEX. Jean-Pascal, bonjour. Bonjour. Alors, un mot sur votre début de mandat, puisque vous avez pris la présidence de l'ANEX en octobre dernier. Tout à fait. Écoutez, le début se passe plutôt bien, très actif, très dynamique. On a eu déjà des premiers échanges avec les instances, avec la CNCC, le Conseil national de l'ordre, qui nous ont permis de montrer la confiance qu'ils avaient en nous, puisque nous avons participé notamment au comité de pilotage des assises de la CNCC, mais également au comité de réflexion avec l'ordre des experts comptables sur l'évolution, la valorisation du statut d'expert comptable. Et ça, c'est quelque chose qui est très positif parce que on sent que les instances sont à notre écoute, attendent les besoins des adhérents et c'est positif. Dynamique aussi avec la nouvelle équipe, le nouveau bureau, avec une équipe très dynamique, engagée pour les nouveaux projets. Et bien sûr avec nos partenaires qui répondent présents à nos besoins et à nos côtés. Je les en remercie vraiment tous. Et puis dynamique parce qu'on a commencé sur les chapeaux de roue avec un grand événement qui a été les 75 ans de l'ANEX lors des estivales, où il y avait plusieurs de nos prédécesseurs qui continuent à s'engager aujourd'hui dans les instances. Et bien sûr, avec mon prédécesseur Adrien, que je remercie pour son mandat. Donc maintenant, charge à nous de lancer les nouveaux projets. Alors justement, vous avez évoqué la nouvelle équipe, et une nouvelle équipe, c'est de nouveaux projets. Alors quels sont ces projets ? C'est le projet Passanex pour l'annexe et puis surtout la professionnalisation, les adhérents, le soutien et le succès des adhérents et des sections, avec plusieurs axes et objectifs. Développer les outils de pilotage et de communication, accompagner nos adhérents dans l'obtention de leur diplôme, mais également leur intégration en cabinet, accompagner nos sections dans leur développement, et représenter évidemment nos adhérents, que ce soit national ou régional, avec nos élus régionaux, qui seront d'ailleurs formés et accompagnés à partir des jours qui suivent, lors de notre événement national où nous allons les accueillir, leur apprendre les techniques d'animation, les outils existants pour accompagner les adhérents, mener les projets à bien et autres. Et donc par exemple, un outil qu'on a mis en place, qui vient d'être lancé, c'est l'outil intranet e-annex, qui va permettre aux élus de région, aux sections, d'avoir un outil de gestion de projet, de gestion de leur section, d'avoir une connaissance des outils. Et puis pour les adhérents, c'est les accompagner dans leur diplôme, par exemple, avec le travail que l'on fait avec la CNCC pour tout ce qui est la formation et des webinaires de formation dans les semaines à venir. Dans quel état d'esprit sont les futurs experts comptables dans cette période qui est compliquée ? Ça fait 2 ans qu'on vit avec cette pandémie. Comment vivent-ils cette période ? C'est une période qui est très challengeante, mais en même temps très ouverte vers de nouveaux horizons, puisque aujourd'hui, nos métiers sont en constante évolution. Et donc, il y a des opportunités aujourd'hui pour les jeunes, qu'ils soient stagiaires ou mémorialistes,
pour justement s'ouvrir vers de nouveaux métiers. On parle de RSE, de digitalisation, d'accompagnement dans le cabinet. C'est des vraies opportunités, je pense, aujourd'hui pour les jeunes, pour grandir dans leur insertion professionnelle. Et c'est pour ça aussi que l'on travaille dans nos projets au niveau de l'annexe et avec les services que l'on rapporte pour justement pouvoir faire face à ces nouveaux challenges. En définitive, quels sont vos objectifs pendant votre mandat ? Toujours accompagner, que ce soit les adhérents dans leur intégration, dans leur insertion professionnelle, dans l'obtention de leur diplôme, qu'ils soient d'ailleurs étudiants ou mémorialistes, que ce soit du DCG au diplôme d'expertise comptable ou le CAFCAC, accompagner les structures, les sections régionales pour qu'elles puissent devenir pérennes dans la réalisation de leurs projets, au niveau de leur bureau, rendre toujours plus de services et d'outils, que ce soit pour les sections ou pour les adhérents, transmettre les informations et les actualités de la profession et bien sûr représenter toujours plus dans nos instances, dans notre réseau et avec nos partenaires, nos adhérents et les jeunes en général. Et donc finalement créer un vrai sentiment d'appartenance à un réseau avec des élus et des adhérents. Jean-Pascal Charpentier, merci d'être passé sur notre plateau. Merci infiniment. Vous êtes toujours dans la matinale du monde du chiffre. Je suis en compagnie de Marie Beauchesne, directrice générale de Sens Futur. Marie Beauchesne, bonjour. Bonjour. Alors, toutes les entreprises ont-elles les valeurs ? C'est les questions que vous êtes posées dans votre baromètre sur les valeurs des entreprises. Pourquoi vous avez fait ce baromètre ? Et on va voir ensuite quelles sont les grandes tendances. Tout à fait, merci beaucoup. Alors effectivement, l'objectif de ce baromètre, c'est tout simplement d'aider les entreprises à y voir plus clair avec ces enjeux. On sait que les enjeux des valeurs, le fait de donner du sens, c'est un enjeu très contemporain, très actuel. Le fait aussi de devoir attirer, fidéliser des talents, ce sont des questions que beaucoup d'entreprises se posent. Pour autant, on n'a pas forcément des indications très factuelles sur est-ce que toutes les entreprises ont des valeurs ? Quelles sont ces valeurs ? Est-ce qu'elles sont faciles d'accès ? Oui, non. Donc l'objectif de ce baromètre, c'est aussi d'apporter des éléments factuels qui vont permettre aussi de comparer avec d'autres industries, avec d'autres pays, d'apporter aussi une critique constructive qui va permettre d'améliorer cette démarche. Donc très concrètement, notre baromètre va répondre à 3 questions. Donc déjà, est-ce que les entreprises ont des valeurs ? Deuxièmement, est-ce qu'elles sont accessibles ? Là, on n'est pas tout à fait sur la même réponse. Et enfin, quelles sont ces valeurs ? Est-ce qu'on voit des valeurs tendances qui se dégagent ? Est-ce qu'on est dans l'originalité ? Est-ce qu'on est dans la standardisation ? Donc ça, ce sont les 3 questions qu'on s'est posées. Et pour y répondre, on a été constituer une base de données, donc en regardant du côté de 220 entreprises, donc côté français, les entreprises du SBF 120, et côté international, les entreprises du Nasdaq 100. Donc voilà, très concrètement, on a été sur le site internet de chacune de ces entreprises, on a été voir les occurrences, on a identifié un degré de facilité. Je peux vous dire que parfois, on s'est bien amusé. J'imagine. Pour faire ce baromètre. Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet, dans les résultats. Concrètement, est-ce que toutes les entreprises ont des valeurs ? Quelles sont les valeurs qui sont défendues ? Alors oui, première question, je pense qu'on peut le dire déjà, oui, la plupart des entreprises aujourd'hui ont des valeurs. D'après notre étude, on est bien sur 85% des entreprises qui se sont dotées de valeurs, qui sont exprimées et qu'on peut trouver. 85%, c'est à peu près la même chose, côté français et international. On est respectivement sur 84% pour le SBF, 86% pour le Nasdaq, donc très similaire. À chaque fois, on retrouve 4 à 5 valeurs aussi par entreprise. Là, pareil, un chiffre qui change pas trop d'un pays à l'autre. Donc c'est assez similaire. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est aussi cette question des valeurs communes. En fait, on se disait, voilà, il va y avoir quand même des valeurs assez différentes, peut-être d'une industrie à l'autre, d'un pays à l'autre. En tout cas, entre la France et les entreprises internationales du Nasdaq 100, on observe des valeurs, je dirais même très similaires, voire même une standardisation des valeurs. Et c'est quoi ces valeurs ? Alors, justement, première valeur, la valeur préférée de toutes les entreprises, innovation. Alors là, c'est flagrant parce qu'on a 1/3 des entreprises du Nasdaq qui ont innovation pour valeur. Côté SBF 120, c'est 1/4 des entreprises qui ont innovation aussi dans leurs valeurs. Donc c'est vraiment des valeurs très partagées. Si je prends le top 3 maintenant, pour les entreprises françaises, donc juste après innovation, on a responsabilité et esprit d'équipe. Côté international, vous allez voir, les résultats sont quasiment les mêmes. Derrière innovation, on a non pas responsabilité, mais intégrité, suivi aussi par esprit d'équipe. Donc vraiment une standardisation qui va même encore plus loin si on fait un recoupement de valeurs par thématique.
Parce qu'on se dit, voilà, certaines valeurs, on est quand même sur des choses assez similaires. Et là, on voit que la moitié des entreprises ont une valeur qui se rapproche à innovation, créativité, si on met ces valeurs-là ensemble. Donc il y a des vraies tendances. Il y a des vraies tendances. Il y a une autre une tendance de fond très forte aussi sur les valeurs qui touchent aux soins, au développement des collaborateurs. Donc toutes les valeurs autour de bienveillance, diversité, inclusion, humain, bien-être au travail. Tout ça, pareil, la moitié des entreprises ont au moins une valeur qui se rapporte à cette thématique. Donc on a des tendances de fond vraiment très fortes. Alors, est-ce que le fait d'avoir des valeurs pour les entreprises, ça a un impact sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise? Alors, oui, c'est une question, effectivement, nous qu'on s'est posée en tant que cabinet de conseil. On intervient sur ces transformations, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a voulu regarder du côté des valeurs. Parce qu'on sait que plus il y a de changements, je pense qu'en ce moment, on peut dire qu'on a beaucoup de changements. En effet. Entre les transformations digitales, entre les transformations organisationnelles, les transformations sociétales aussi qu'il faut intégrer dans l'entreprise, en fait, plus il va y avoir de changements, plus on va avoir besoin d'un socle stable qui va permettre de fluidifier les projets, de faciliter les transformations. Et là, les valeurs peuvent jouer ce rôle. Mais donc, encore faut-il en avoir et qu'elles soient correctement communiquées. Donc, c'est aussi pour ça que si on veut parler d'impact concret des valeurs dans l'entreprise, pour moi, il y a 3 dimensions sur lesquelles il faut se pencher. Donc la première, c'est la dimension de la définition. Est-ce que les valeurs existent? Est-ce qu'elles sont définies? Est-ce qu'elles sont correctement définies? Est-ce qu'il faut les mettre à jour? Oui, non. Est-ce que le leadership, les équipes se retrouvent bien dedans? Première dimension. Deuxième dimension, est-ce qu'elles sont communiquées? Donc à l'interne et à l'externe. Et nous, à travers notre baromètre, on a bien vu que d'un point de vue communication vers l'externe, si clairement c'est un standard, la plupart des entreprises ont des valeurs, 1/3 seulement ont des valeurs faciles d'accès. Donc pour l'externe, je m'arrête un instant là-dessus parce que c'est quand même important, ça a un impact opérationnel très fort, parce que ça veut dire que si moi je suis candidate pour aller rejoindre une entreprise, je vais me renseigner avant d'y aller quand même, j'allais peut-être sur le site internet, voilà. Est-ce que vous pensez vraiment que je vais passer 20, 30, 40 minutes à aller fouiller au fin fond d'un rapport annuel pour trouver 2 lignes sur des valeurs? Non, certainement pas. Donc là, c'est un cas extrême, évidemment, d'où cet indice de facilité, mais on voit bien que seulement 1/3 d'entreprises ont des valeurs faciles d'accès. Donc pour l'externe, ça a un impact sur l'attraction de talent, en fait. On sait qu'aujourd'hui, les valeurs, c'est le deuxième critère qui font qu'une personne va choisir de rejoindre ou non. Et en période de grande démission, c'est un impact qui est pas petit. Qui n'est pas négligeable. Qui n'est pas négligeable, tout à fait. Donc sur cet aspect communication, vers l'externe, c'est important. Vers l'interne aussi, parce que si les projets sont pas incarnés, là aussi, on va avoir un problème. Mais c'est le serpent qui se mord la queue, parce que si on n'a pas les bonnes valeurs initialement, si on les a pas forcément bien définies, ça va être beaucoup plus difficile de les incarner. Et là, on va renvoyer une image qui va plutôt alimenter la défiance que la confiance et qui va aider, fluidifier les transformations des entreprises. Et dernier aspect, dernière dimension, c'est la matérialisation en fait, de ces valeurs dans les stratégies opérationnelles. Ça veut dire la mise en œuvre concrètement de Exactement. ces valeurs. Comment on fait pour passer de l'intention au plan d'action? Et nous, quand on travaille sur ces enjeux-là, l'idée c'est de faire le pont entre les deux, mais là aussi, évidemment, il faut que ça puisse être incarné, il faut que ça soit bien défini à la base, sinon on va avoir un problème de congruence en fait. On va conclure là-dessus. Merci Marie d'être passée sur notre plateau. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de La Matinale.